Nous sommes donc avec Bernard Chevassus-Louis. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes naturaliste, vous avez été président du musée d'histoire naturelle. Oui. Et vous êtes, pourrions-nous dire, le témoin un peu privilégié, puisque vous allez en dresser une synthèse ou une ouverture vers l'avenir de ces assises du vivant. Première question, humanité, biodiversité, questionner la conjugaison de ces deux mots. Quel regard vous portez sur l'ensemble des débats de ces assises? Ma première impression, c'est que tout reste à faire sur le développement durable. C'est-à-dire que même si cette idée remonte à une vingtaine d'années et même plus, on se rend compte quand même qu'on avait réussi à traiter de manière relativement indépendante les questions économiques, sociales et environnementales. C'est-à-dire, par exemple, que pour la biodiversité, on avait dit, il va y avoir des territoires dédiés, des réserves de biosphère, des parcs nationaux, etc. Et puis l'économie se déployait dans un autre domaine, interagissait dans le dialogue social, mais que, par exemple, lorsqu'on mettait en place des compensations écologiques, on ne regardait pas tant que ça si c'était les mêmes gens qui perdaient et qui gagnaient. On disait il faut que ça soit écologiquement équivalent. On ne disait pas il faut qu'il y ait. On disait no net loss, donc équivalence écologique. On disait pas no social, no net loss in termes social. Et ça veut dire qu'effectivement les trois domaines interagissaient encore assez faiblement. Et finalement, quand on fait arriver sur ce petit monde ce changement climatique qui s'impose à nous, et avec des échéances, avec d'une part des échéances relativement courtes, et d'autre part, impossibilité de nier la globalité du phénomène. C'est l'ensemble de notre petite planète qui est concernée. Eh bien, ça oblige les gens de l'environnement, qui étaient majoritaires dans cette salle, disons, à se remettre en cause, et à remettre en cause toute une série de leurs actions qu'ils avaient réussi d'une certaine manière à mettre en place dans un petit monde. Et ça veut dire qu'effectivement, il va falloir se reposer, et finalement, quand on regarde les trois séquences de débat de ces deux journées, on a eu le premier matin l'environnemental, comment les aires protégées et comment la protection de l'environnement doit se repenser, se réinterroger face au changement climatique. On a eu l'atelier justice sociale l'après-midi qui finalement posait ces questions, mais finalement de l'environnement juste pour qui? Et puis on a vu ce matin la question de l'économique, et on a bien vu à quel point effectivement ces mondes obéissaient encore aujourd'hui à des logiques sensiblement différentes. Donc je crois que ça serait pour moi le premier sentiment que je voudrais souligner, c'est qu'il faut réinventer. Alors peut-être qu'il faudra un nouveau mot, parce qu'on sait que les mots parfois ont des durées de vie un peu courtes, mais il faut réinventer, refonder notre interrogation sur le développement durable. Et je dirais qu'à la limite, en poussant un petit peu le paradoxe, ce changement climatique est une bonne nouvelle, parce qu'il va nous obliger effectivement à nous mettre en route et à repenser un certain nombre de choses qui nous semblaient des certitudes dans notre petit monde de l'environnement. Nous sommes à l'UNESCO, on peut pas ne pas aborder la question du premier âge, de l'enfance, et à travers deux questions. La première, si on rentre dans un champ qui passe de la disciplinarité à cette approche holistique, écosystémique, croisée, une approche de la complexité, comment passer d'une école des disciplines à une école de l'apprenance de la complexité, selon vous? Je crois que la première idée, et ça a été dit notamment par à des ateliers, c'est qu'on avait quand même une éthique qui était une éthique de l'individu. Et on peut dire, surtout dans les sociétés occidentales, qu'on avait porté un peu au pinacle cette idée que l'individu pouvait avoir son projet individuel, indépendant de celui des autres, à une certaine autonomie et des droits, des libertés. Et effectivement, on se rend compte que par rapport aux problèmes de demain, il faut avoir une éthique de l'interdépendance, c'est-à-dire se dire, voilà, nous devons
interagir, et les solutions, personne ne les aura en tant qu'individu. Et ça, je crois que c'est effectivement la première idée à creuser en termes de pédagogie, c'est que si on a ce sentiment de l'interdépendance, alors je veux pas du tout faire de naturalisme philosophique en disant il faut prendre l'exemple des sociétés de fourmis, de l'intelligence répartie, etc. Mais effectivement, on se rend compte que pour les questions que nous avons à affronter demain, il n'y aura pas d'homme providentiel. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il faut développer des réseaux, il faut avoir une éthique de l'interdépendance, donc une éthique du débat, une éthique de la mise en commun, une éthique de l'échange d'informations, et qu'effectivement c'est ça qu'il faut peut-être traduire dans le domaine pédagogique, c'est comment ensemble, eh bien, on élabore des solutions par rapport à des problèmes complexes. Deuxième question, somme toute assez compliquée, au cœur des débats, cette reconnaissance du savoir et du pouvoir expérientiel des peuples et des populations sur des enjeux théorisés par des experts, des universitaires. Je crois que ça a été très bien incarné, entre autres par une représentante de peuples autochtones. On a à partager les savoirs, à reconnaître les savoirs expérientiels. On a l'impression que l'école diplômante, parfois, il y a une complexité entre savoir expérientiel et savoir diplômé, en fait. Comment concevoir un apprentissage qui soit un apprentissage expérientiel? D'abord peut-être en remarquant finalement que l'entrée de la science telle qu'on la connaît dans le domaine environnemental est un phénomène récent à l'échelle de l'histoire humaine. Autrement dit que l'essentiel des savoirs, que ce soit les savoirs des agriculteurs, des éleveurs, des forestiers, que sais-je, de tous ceux qui étaient en interaction avec la nature, eh bien, on l'a peut-être oublié, mais dans notre pays, c'était construit par ce mode d'apprentissage empirique, avec des modes de transmission et avec des pratiques de type, disons, expérience, non pas au sens expérimentation, mais au sens recueil d'éléments. Et donc effectivement, ça veut dire que ce qui est peut-être important de faire interagir, c'est pas tellement les connaissances de la science et les connaissances empiriques, c'est le mode d'acquisition de connaissances, c'est le processus qui fait qu'on apprend. Parce que je respecte beaucoup les savoirs des uns et des autres, mais vous avez vu par exemple que la représentante des femmes Peuls a dit que par rapport au changement climatique, leur savoir traditionnel permettant d'anticiper sur le climat de l'année n'était peut-être plus très valable. Autrement dit qu'il faut acquérir eux aussi de nouveaux savoirs. Et c'est ça qu'il faut qu'on creuse, c'est effectivement quelle est la valeur ajoutée, le savoir-faire spécifique de la démarche scientifique et de la démarche, disons, empirique. Et j'avancerai effectivement l'hypothèse que dans un monde incertain et en changement rapide, le match n'est pas joué. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un monde stable et connu, la science gagne à tous les coups parce qu'elle trouve l'optimum optimorum, c'est-à-dire elle a le temps d'expérimenter toutes les variables, de mettre en place des systèmes expérimentaux et de dire dans ce monde tel qu'il est, voilà la meilleure solution. Si par contre vous lui laissez pas le temps de se déployer parce que les règles du jeu n'arrêtent pas de changer, peut-être que le savoir-faire empirique du genre je regarde tout, et puis suivant un processus intellectuel qu'on comprend mal, je dis tiens, l'année prochaine, je vais changer ça et ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'essaye. Et le scientifique dira, mais il n'y a plus rien d'égal par ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce truc? La réponse de l'empirique, c'est de dire, oui, mais n'empêche que ça marche mieux qu'avant. Bon, et donc, effectivement, le fait de dire, ben voilà, ces deux modes de connaissance, d'acquisition de savoir et de savoir-faire, il faut les cultiver ensemble et les valoriser pour trouver des solutions à ces problèmes extrêmement complexes de demain, c'est ça qu'il faut qu'on imagine. Donc il faut être admiratif, mais pas fixiste par rapport à ces savoirs actuels. Dernier temps d'échange autour de trois tendanciels. Au cœur de ces assises du vivant a été proposé un exercice de mise en prospective dans le cadre effectivement de la COP21 à la fin de l'année. Et tout au long de ces rencontres et de ces interviews,
on a cerné trois tendanciels qu'on peut ou qu'on pourrait ensemble questionner. J'aimerais savoir votre avis ou votre représentation de ces trois thèmes. Un, l'aspect révolution numérique, l'aspect technicité, encouragé par ces nouveaux moyens numériques, tant au niveau des échanges d'images que des modélisations 3D scientifiques qui sont présentées aujourd'hui, par exemple, dans le hall de l'UNESCO. Quel rapport entre course à la technicité, à la biomécanique et humanité pour demain? Ma vision, c'est que l'une des choses que vont apporter ces techniques, c'est de créer, je dirais, des objets virtuels réalistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on est capable maintenant, avec des ordinateurs, de dire, voilà, je vais vous créer une forêt virtuelle avec son sol, avec ses êtres vivants. Et puis, avec cette forêt virtuelle, vous allez pouvoir faire des bêtises. C'est-à-dire, vous allez dire, tiens, je lance une espèce invasive dans cette forêt, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ces outils vont pouvoir non pas remplacer, mais compléter la démarche expérimentale classique qui nécessitait de la nature réelle et qui en plus ne pouvait avancer que pas à pas et souvent très lentement, par des possibilités de tester des scénarios sur ces objets virtuels. Bon, je prends un exemple très concret. Quand on se disait, voilà, on épand un pesticide dans un champ, à quelle vitesse il va descendre dans un sol? Bon, eh bien, on disait, ben voilà, on va prendre un sol simplifié, c'est-à-dire qu'on va prendre un sol d'une granulométrie donnée, puis on va regarder à quelle vitesse. Et on dira, bon, ben ça descend à telle vitesse. Manque de peau dans un sol réel, il y a des vers de terre, il y a des trous, il y a des cailloux, etc. Et on se rendait compte que des sols qui étaient considérés comme peu perméables, eh bien, les pesticides descendaient rapidement dans les nappes. Aujourd'hui, on peut modéliser un sol réel, c'est-à-dire avec des trous, avec des galeries de vers de terre, avec des racines, tout ce qu'on veut. Et puis dans ce sol réel virtuel, d'une certaine manière, c'est-à-dire qui est représenté de manière réaliste, voir effectivement à quelle vitesse vont se dérouler un certain nombre de processus. Donc ça, c'est, à mon avis, ce que va permettre la révolution numérique, c'est d'avoir sur ces objets complexes de la nature des représentations qui vont nous permettre quand même d'apprendre plus vite et, comme je le disais précédemment, nous n'avons pas le temps et il faut qu'on se dote de ces outils pour effectivement gagner du temps. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il est plus classique, c'est la mise en commun des expériences, c'est-à-dire tous les réseaux d'apprentissage qui vont permettre effectivement de mettre ensemble des expériences des uns et des autres et de construire ces savoirs collectifs dont on a parlé. Oui, avec cette première question, ça a été abordé avec nos invités. On qualifie souvent cette approche générationnelle dans le nouveau champ du numérique, les X, les Y et les BBZ. Et donc, en tant que XY, on va dire, je vais vous poser un peu cette question. Cette génération Y envisage le travail, le rapport au travail, le rapport à la liberté, le rapport à l'acquisition, bien différemment que la génération X. Certains abordent la question de la guerre entre les barbares et les rentiers. C'est assez imagé, mais et on se rend compte que la transmission intergénérationnelle a toujours été très importante dans la construction des savoirs. Comment peut-on concilier ou réconcilier ces deux générations dont on le voit dans les modèles économiques sont sensiblement différents. On a eu des illustrations. Comment expliquer que ces Y qui n'ont pas les mêmes normes de rapport au temps, au travail, à l'acquisition, c'est peut-être aussi un nouveau modèle pour développer un respect, un meilleur respect de la biodiversité. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, comme disait Brassens, moi qui balance entre deux âges, personnellement, mais là c'est vraiment mon vécu très, très personnel, je pense que la rupture ou la discontinuité de génération que j'ai pu vivre précédemment était plutôt plus radicale que la discontinuité qui s'opère avec les générations qui viennent. Autrement dit que effectivement le degré d'incompréhension, d'affrontement, de vision du monde était un problème beaucoup plus, enfin qui divisait beaucoup plus.
Et donc ça veut dire qu'effectivement, je ne veux pas dire qu'il y ait une continuité, mais j'ai l'impression effectivement que le fait de poser les problèmes autrement, d'avoir effectivement une autre manière d'appréhender le travail, l'environnement et autres, il y a du pour et du contre. On l'évoquait en discutant, cette question du rapport concret, de l'expérience très concrète de qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est qu'un ver de terre, qu'est-ce que c'est qu'un poisson, etc. est peut-être quelque chose qui se perd un peu, et dans lequel effectivement là l'objet virtuel ne remplace pas l'expérience réelle de qu'est-ce que c'est d'avoir regardé une brebis accoucher par exemple, enfin accoucher, on dit pas qu'elle accouche, mais enfin bon, voilà, et donc cette expérience très concrète de qu'est-ce que c'est qu'une vie animale, qu'est-ce que c'est qu'un troupeau, qu'est-ce que c'est même que la relation homme-animal, c'est-à-dire entre un pasteur et des animaux, ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on transmette davantage, peut-être de manière moins intellectuelle. Par contre, le fait d'être plus sensible globalement à ces enjeux et peut-être moins sensible à des aspects de carrière, de réussite individuelle et autres, ça c'est des valeurs qui montent. Et je pense qu'effectivement, mais là je suis assez optimiste si on réussit à mettre en commun ces valeurs et ces expériences. Troisième point, la santé des hommes, à travers sa dimension globale, j'entends. On parle d'éco-santé aujourd'hui, de lien entre l'écosystème et la santé globale des hommes. Quelle résonance ou quelle conjugaison vous pouvez faire sur la réalité de la santé? Les sciences développent des moyens d'une nouvelle médecine, d'une performance médicale, mais à la fois on voit que les souffrances psychiques humaines dans certains pays, y compris le nôtre, semble, au vu des études, de plus en plus importante. Voilà, c'est votre vision en prospective de la santé globale humaine dans cet écosystème du vivant. Déjà, je trouve que quand l'OMS avait posé sa définition de la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, on ne l'a pas suffisamment dit, mais cette vision que la santé, c'était pas uniquement d'avoir une machine en bon état de fonctionnement, mais qu'il y avait cette dimension du vivre ensemble, c'est-à-dire de relation aux autres, donc avec les questions de misère sociale considérées, ou de solitude ou autre considérées comme effectivement un dysfonctionnement, était déjà présente. Bon, il y avait peut-être moins cette notion de la relation avec l'environnement, c'était plus le bien-être social par rapport aux relations avec les autres humains. Donc effectivement, c'est ça qu'il faut introduire, et on le voit par exemple avec des expériences comme celle des jardins thérapeutiques, comme celle des classes vertes et autres, que effectivement cette idée déjà ancienne que dans la nature on découvre d'autres valeurs, d'autres plaisirs, etc. J'y suis très très sensible, et effectivement, et on l'évoquait au début de l'entretien, ça veut dire que les inégalités environnementales et le fait par exemple que pour des raisons de prix du foncier, quand on va faire un aménagement en zone urbaine, on va chercher la compensation à la destruction de biens environnementaux plutôt dans la ceinture verte, est une manière plutôt d'accroître les inégalités sociales en voulant compenser des dommages environnementaux. Donc effectivement, c'est tout un peu la question, l'utopie. Vous savez qu'on parlait il y a quelques années de la nature en ville. On commence aujourd'hui à parler des villes dans la nature. C'est-à-dire de commencer à dire, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas repenser complètement notre logique? Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Il y a encore quelques années, les gens de la biodiversité disaient les villes, c'est foutu pour la biodiversité, c'est-à-dire c'était des no man's land pour la biodiversité. Aujourd'hui, effectivement, on est nombreux à dire mais non, au contraire, il faut vraiment investir le phénomène urbain, s'y intéresser et voir comment on peut effectivement mettre des actifs naturels en ville dont les gens vont pouvoir bénéficier, et voir de quel type d'actifs naturels ils ont besoin. Je crois que c'est ça vraiment tout un travail. Et j'ai l'impression que les gens de l'urbanisme avancent plus vite que nous peut-être, c'est-à-dire qu'il y a toute une école d'urbanisme qui s'intéresse beaucoup à ces questions et qui tend la main pour qu'effectivement on ait du répondant dans ce domaine. En guise de conclusion ou d'ouverture sur la suite, comment faire perdurer chaque jour entre les hommes ces assises du vivant? Déjà, si je peux me permettre une remarque, le temps n'est pas un phénomène linéaire. Le temps est une surface. Il se déroule. Ça, c'est le temps qui passe.
mais chaque instant a une profondeur. Autrement dit, il y a du temps qui passe qui n'apporte rien, et il y a des temps très courts qui apportent beaucoup. Donc effectivement, cette idée de faire vivre des instants comme des instants de construction, et donc de les faire durer non pas dans le sens du temps qui passe, mais dans le sens de l'intensité des échanges, même si c'est séparé par des morceaux de temps qui passent, je crois qu'il faut avoir cette vision que le temps n'est pas une flèche, quoi. Bon. Donc, alors ensuite, comment faire? Eh bien, je dirais qu'on a vu pendant tous ces jours le nombre d'interactions potentiellement fécondes qu'il faudrait cultiver. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a frappé dans ces 2 jours. C'est-à-dire, tiens, ça vaudrait vraiment le coup qu'on se reprenne un petit moment entre tel type de gens et tel type de gens, pour qu'on aille plus loin sur ces petits bouts de construction d'un monde commun. Et je pense qu'il faut être assez bricoleur, c'est-à-dire si il faut penser systémique, il faut penser interaction, on l'a bien vu, mais il faut aussi se faire des petits ateliers de bricolage en disant, tiens, on va pas reconstruire le monde de demain en un coup, mais tiens, là on va se construire une petite brique de monde qui sera peut-être un petit peu plus adaptée, puis on verra où on la met, quoi. Donc il faut effectivement avoir cette vision de petits ateliers de bricolage. Merci donc pour cette petite brique de monde que vous m'avez offert lors de cet entretien. Merci à vous. Merci.